StudyGate Digital Learning Technologies. AVC. Qu'est-ce qu'un AVC? C'est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire. Donc, il y a une lésion parenchymateuse, elle est responsable du déficit neurologique, dont l'origine est à la base une lésion vasculaire. Partant de cette définition, donc, on peut classer les AVC en 4 types. Il y a les AVC ischémiques, c'est 80%, donc c'est la partie la plus importante. Il y a 2 sous-types, il y a les accidents ischémiques transitoires, les AIT, ou il y a les AVC ischémiques constitués, voilà l'infarctus, ou bien ce qu'on appelle le ramollissement Z. Dans la physiopathe, est une ischémie par arrêt de la circulation sanguine au niveau artériel. Donc, dans cette forme, il y aura une systématisation artérielle. Donc, si l'infarctus se constitue, ça dépendra du territoire de l'artère. Deuxièmement, il y a les AVC hémorragiques. C'est 15%. Ou ce qu'on appelle les hématomes intracérébraux. C'est dû à l'irruption de sang dans le parenchyme cérébral, causée par la rupture d'un vaisseau intracérébral. Dans cette forme, la topographie de l'hématome ne correspond pas à un territoire artériel. Donc, il va avoir un effet de masse qui est variable, une situation. Ma fameuse topographie précise. Troisièmement, les hémorragies méningées ou bien l'hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est 5% des cas. C'est l'extravasation de sang dans l'espace sous-arachnoïdien, voilà l'espace leptoméningé, par la rupture d'un vaisseau sanguin. 2 cas de figure. Si donc la rupture est uniquement dans l'espace sous-arachnoïdien et va s'étendre au niveau ventriculaire, donc l'inondation ventriculaire, il y aura donc un tableau d'HTIC aigu, uniquement des troubles de la conscience. Mais si ça va disséquer le parenchyme, donc hémorragie cérébro-méningée, dans ce cas, il y aura aussi des signes de localisation, mais attention, pas de systématisation. 4e type d'AVC, c'est la thrombose veineuse cérébrale. C'est une entité qui est rare, mais attention, elle est sous-diagnostiquée. Donc attention. Donc c'est généralement un thrombus au niveau d'un sinus veineux avec extension à une veine cérébrale. Donc rarement il y a sinus akara, généralement il y aura extension à une veine cérébrale. Et ça donne un infarctus d'origine veineuse. Attention, il faut les caractéristiques comme tu en bas. Deuxièmement, on va parler de l'autorégulation cérébrale. C'est une partie très importante. موجود à la fois في cours l'AVC et في cours traumatisme crânien. Donc, il faut bien la maîtriser. C'est quoi l'autorégulation cérébrale? Donc, c'est une propriété des vaisseaux cérébraux de mobiliser activement leur diamètre en réponse à une variation de la pression de perfusion cérébrale. Le but, c'est un mécanisme de protection qui permet d'éviter l'ischémie en cas de chute de la pression artérielle, donc de la pression de perfusion cérébrale, et de prévenir la formation d'œdème en cas d'élévation donc de la pression artérielle, donc de la pression de perfusion cérébrale. La plage d'autorégulation chez un sujet normal, elle s'étend entre 50 et 150 mm de mercure. Alors, il faut savoir d'abord que le débit sanguin cérébral chez un sujet normal, c'est aux alentours de 50 ml par 100 g de parenchyme par minute. C'est le débit sanguin cérébral chez un sujet normal. Donc, la PPC entre 50 et 150, donc c'est la plage de l'autorégulation. Il faut maintenir, donc l'autorégulation permet de maintenir le débit constant dans cet intervalle de PPC. Si par exemple il y a une augmentation de la PPC sur le plateau d'autorégulation, pour éviter l'œdème, il y a une vasoconstriction cérébrale myogénique pour diminuer donc le volume cérébral sanguin et pour diminuer la pression intracérébrale, tout en gardant le débit constant à 50 ml. Par contre, s'il y a une diminution de la PPC, il y aura une vasodilatation artériolaire pour essayer d'augmenter donc
le volume sanguin cérébral pour maintenir le débit et éviter donc l'ischémie. Au-delà d'une PPC entre 50 et 150, c'est-à-dire qu'un PPC de foot 150, l'autorégulation elle est dépassée. Donc dès que le PPC zid, ça y est, il y aura formation de l'œdème. Kif, dès que le PPC tahbat aqal de 50, donc le débit n'est plus maintenu constant, donc il y aura une ischémie cérébrale. Il y a des facteurs qui altèrent l'autorégulation. C'est surtout l'hypotension, l'hypoxie, l'acidose, l'hypercapnie et l'hyperglycémie. Et à la base, les axos, les paramètres qu'on surveille dans l'AVC ou le traumatisme crânien. Il faut les apprendre donc. C'est la tension artérielle, la saturation en O2, le dextro, la température aussi, et le gaz du sang, le pH et la PaCO2. Une implication directe par exemple, il ne faut jamais baisser brutalement la tension artérielle à la phase aiguë d'un AVC. Et quand je fais le traitement à l'èche, à la khater, ça va encore altérer l'autorégulation. Donc, par exemple, donc, si c'est un AVC ischémique, la zone de pénombre qui est fait à l'autorégulation, belle vasodilatation artériolaire, si on abaisse la tension, on va abaisser encore la PPC et encore abaisser le débit sanguin cérébral. Donc, zone de pénombre va encore évoluer vers une zone de nécrose. Physiopathologie de l'AVC. Surtout, on va s'intéresser à l'AVC ischémique. Il y a deux grands mécanismes. Soit c'est une occlusion d'une artère, donc soit par une thrombose, surtout la thrombose tire à l'origine des artères, par le processus d'athérosclérose, surtout les artères de grand et de moyen calibre. Donc les artères perforantes, mais le processus d'athérosclérose. Et il y a le mécanisme embolique, cardiaque ou artériel périphérique. L'occlusion d'une artère, donc un AVC ischémique peut faire suite à un mécanisme hémodynamique, soit une hypoperfusion globale suite à une hypotension, ou une hypoperfusion locale suite à une sténose serrée. Donc deux grands mécanismes. Qui m'a dit, donc il y a deux types d'accidents ischémiques, d'AVC ischémique. Il y a ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire, l'AIT. C'est une ischémie purement fonctionnelle, il n'y a pas de nécrose. Donc c'est juste une perturbation métabolique des neurones sans leur destruction. Par contre, l'AVC ischémique constitué, voilà l'infarctus, voilà le ramollissement, c'est une destruction tissulaire, donc il y a un infarctus, il y a une nécrose. Alors, les lésions ischémiques cérébrales, il y a trois types de population neuronale au cours d'un AVC ischémique. Il y a ce qu'on appelle la zone d'olygémie. C'est caractérisé par un débit sanguin cérébral supérieur à 20 ml. Ici, le tissu est fonctionnellement intact. Juste, il y aura une adaptation. À la khatre quand même, le débit taille, donc match 50, débit taille. Il y aura une adaptation par augmentation de l'extraction de l'oxygène. Une fois le débit ziditaire à 20, nous entrons dans la zone de pénombre ischémique. Donc là, il y aura une souffrance cellulaire, l'activité synaptique elle va être abolie, mais tout en restant réversible. Donc l'évolution elle est en fonction du temps surtout. Là, donc la zone de pénombre ischémique, c'est la zone la plus importante de l'AVC ischémique. C'est la zone اللي كان باش نعملوا thrombolyse, elle va cibler cette zone. وهذاك علاش نعملوا surtout l'IRM cérébral. نشوفوا les séquences pour mettre en évidence cette zone de pénombre ischémique. Cette zone, donc, elle va évoluer dans 6 heures s'il n'est pas perfusée vers une zone d'infarctus. Par contre, juste remarque, la zone d'olygémie ne change pas au cours du temps. Tape la zone d'olygémie. Puis ici le débit donc qui tire à 10, c'est une nécrose neuronale irréversible. Donc c'est la zone d'infarctus. Bien sûr, les conséquences de l'infarctus cérébral, c'est un œdème cytotoxique. D'abord, donc par anoxie tissulaire, donc le neurone pchitinfarch. Puis, après 4 jours, il y aura une rupture de la barrière hémato-encéphalique, donc
encore un œdème vasogénique. Puis ça va régresser pour donner une atrophie, donc zone li sart fia infarctus va être atrophiée avec dilatation ventriculaire, surtout quand la zone donc qriba les ventricules. Donc juste comme la télectasie les poumons, donc il va qu'il y a une zone donc d'infarctus, il va aspirer le ventricule. Donc le ventricule va être dilaté. Les facteurs de risque alors. Pour l'AVC ischémique, il y a donc les facteurs de risque qui m'appellent cardiopathie ischémique, les facteurs de risque communs à l'athérosclérose, les antécédents familiaux, l'âge, le sexe masculin, l'hypertension artérielle, le tabac, le diabète, la dyslipidémie, surtout l'hypercholestérolémie, l'obésité, les œstroprogestatifs, attention, même les progestatifs, l'alcool à forte dose supérieure à 3 verres par jour, la migraine, les cardiopathies emboligènes. Les facteurs de risque de l'AVC hémorragique, c'est l'âge, l'hypertension artérielle, l'ethnie noire ou asiatique, l'alcoolisme à forte dose, l'hypocholestérolémie, surtout HDL, cholestérol bas, les AVK et l'aspirine. Quel est le facteur de risque majeur de l'AVC? Kenji question croc. C'est l'hypertension artérielle. C'est le facteur de risque principal. Ça multiplie le risque x 4. La prise en charge de l'AVC maintenant. Il faut savoir, en gros, la prise en charge de l'AVC, ça passe par 5 étapes. D'abord, il faut reconnaître l'AVC. Puis, déterminer le type de l'AVC, surtout la distinction entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique. Évaluer la gravité. Si c'est un AVC ischémique, y a-t-il une indication à la thrombolie? C'est une question très importante. Et puis, déterminer l'étiologie, surtout pour éviter les récidives. On va commencer alors étape par étape. Donc la première étape, c'est reconnaître l'AVC. Quand est-ce qu'un AVC doit être évoqué? C'est devant un déficit neurologique, focal, d'apparition brutale et d'emblée maximale. Donc il y a des mots-clés. D'abord, le mot déficit. Donc la symptomatologie de l'AVC, c'est une symptomatologie déficitaire. Il y a ce qu'on appelle des signes négatifs. Par opposition, par exemple, à l'épilepsie ou à l'aura migraineuse, les filles ont des signes positifs. Il y a des phosphènes, il y a des mouvements anormaux. C'est des signes positifs, mais pas des signes déficitaires. Zid alium, la symptomatologie, elle est focale. Surtout l'AVC ischémique, c'est une symptomatologie qui est systématisée, enfin ma systématisation artérielle. Et le caractère brutal, il y a surtout par opposition aux abcès cérébraux, par exemple, à l'encéphalite, les déficits type d'affaires progressif, d'installation progressive. Donc avant de dire un AVC, attention, il faut penser au diagnostic différentiel toujours, et même les diagnostics simples, tels que l'hypoglycémie, telle qu'une aura migraineuse, telle qu'une crise d'hystérie, c'est fréquent, ou parfois suite à un traumatisme, ou suite à une crise convulsive, donc un déficit post-critique. Il faut penser à la méningoencéphalite, donc à l'infection, et dans certains cas, aux tumeurs cérébrales, compliquées surtout le glioblastome. Donc c'est des diagnostics différentiels. À l'examen, bien sûr, il faut faire un examen neurologique minutieux pour évaluer donc les déficits, le territoire surtout. Il faut faire une auscultation cardiaque et une auscultation des carotides et prendre la tension artérielle aux deux bras. Adama donc à visée étiologique. La tension artérielle de bras, femme à des étiologies telles que la maladie de Takayasu qui peut donner donc un AVC. Deuxième étape, alors il faut faire la différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique. Cliniquement, alors il y a des signes qui orientent vers l'un ou l'autre. Dans l'AVC ischémique, il y a généralement des antécédents facteurs de risque d'athérosclérose, l'apparition au repos en dehors de toute activité. Généralement, le déficit de l'AVC ischémique ici au réveil de patient. Donc le patient qam yalqa siqorzina. Et il y a une systématisation artérielle. Par contre, l'AVC hémorragique, c'est généralement un patient hypertendu chronique. L'apparition au cours d'un effort, au cours d'une activité, qui m'a fait dissection aortique d'ailleurs, pas de systématisation artérielle. Il y a des signes de localisation avec une HTIC. Donc, femme a une HTIC, un effet de masse.
Donc c'est surtout des céphalées, des vomissements, des troubles de la conscience, coma, des convulsions et tendance à l'aggravation précoce. Donc le patient malologie pour des céphalées, troubles de la conscience et il évolue rapidement vers un état de coma. Donc l'évolution c'est en tache d'huile. À l'examen, qui n'a pas pic d'HTA c'est en faveur de l'AVC hémorragique. Et si on trouve des signes méningés, c'est pathognomonique de l'hémorragie cérébro-méningée. Et sur le plan clinique, mais il faut savoir que c'est l'imagerie qui fera la différence entre AVC ischémique et AVC hémorragique. Ou l'intérêt du scanner cérébral. Le scanner cérébral permet d'éliminer surtout un AVC hémorragique. Maintenant, l'une des parties les plus importantes du cours, le diagnostic topographique de l'AVC ischémique. Alors, il y a les infarctus cérébraux de la circulation antérieure, donc c'est les infarctus carotidiens, ils mettent sur l'artère ophtalmique, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne ou l'artère sylvienne. Et les infarctus cérébraux de la circulation postérieure, vertébro-basilaire. Les ce soit les artères vertébrales, voilà, le tronc basilaire, les artères cérébelleuses ou bien les artères cérébrales postérieures. On va commencer par les infarctus cérébraux carotidiens. Alors, point très important, la sémiologie est toujours unilatérale, donc hémicorporelle. Axe et le vertébro-basilaire qui peut être bilatéral. C'est surtout des symptômes déficitaires, sensitivo-moteurs ou visuels. Donc rarement on a des symptômes cognitifs, mais on peut les voir quand même. Alors, on commence par l'artère sylvienne. Il y a l'artère cérébrale moyenne, c'est l'artère la plus touchée. Donc وهذه أكثر واحدة تجي عليها des questions. علاش l'artère sylvienne هي أكثر واحدة touchée على خاطر elle continue le trajet de l'artère carotidienne interne. Alors l'artère sylvienne فما un territoire superficiel ou فما un territoire profond. Ou fait superficiel فما antérieur et postérieur. On commence par l'infarctus cérébral sylvien superficiel antérieur. Donc il y met surtout les branches ascendantes de l'artère sylvienne. Le tableau, c'est une hémiplégie à prédominance brachiofaciale qui est contralatérale. Donc, dima la symptomatologie déficitaire territoire carotidien, c'est une symptomatologie contralatérale. Alors, l'infarctus cérébral sylvien superficiel antérieur, donc c'est une hémiplégie à prédominance brachiofaciale contralatérale, une hémianesthésie aussi brachiofaciale contralatérale, et puis, si l'hémisphère majeur il est atteint, donc quand le patient il est droitier, l'hémisphère majeur c'est l'hémisphère gauche, dans ce cas, on aura une aphasie motrice et non fluente, ce qu'on appelle l'aphasie de Broca, par atteinte du pied de la troisième circonvolution frontalière à la zone de Broca. Si l'hémisphère droit est atteint, on voit le patient est droitier, donc c'est l'hémisphère mineur, on aura ce qu'on appelle le syndrome de l'hémisphère mineur. Donc, anosognosie, donc le patient ignore son trouble, une hémiasomatognosie, donc il va ignorer la moitié de son corps, et une héminégligence. Pour l'infarctus cérébral sylvien superficiel mais postérieur, on aura une hémianopsie latérale homonyme contralatérale par atteinte des bandelettes optiques. Mais attention, pas d'hémiplégie et pas d'hémianesthésie. Là, on aura par contre une aphasie sensorielle effluente, ce qu'on appelle l'aphasie de Wernicke par atteinte temporale postérieure. Et on peut avoir, avec l'aphasie de Wernicke, toujours on peut avoir des signes psychiatriques, c'est le lobe temporal. Et c'est des signes psychiatriques d'apparition brutale. Si l'hémisphère est dominant. Si l'hémisphère mineur est atteint, on peut avoir le syndrome de l'hémisphère mineur. Maintenant, pour l'infarctus cérébral sylvien profond, on aura une hémiplégie massive proportionnelle pure contralatérale par atteinte de la capsule interne.
Donc c'est une hémiplégie proportionnelle, c'est-à-dire elle atteint la face, le membre supérieur et le membre inférieur. Pure, c'est-à-dire absence de signes corticaux. Et totale, c'est-à-dire le patient ne peut pas marcher. Fait l'infarctus sylvien profond, attention, pas de troubles sensitifs, pas d'HLH, pas d'aphasie, pas de syndrome d'héminégligence. Donc c'est une hémiplégie pure. Maintenant, si l'infarctus sylvien est total, donc ça va rassembler à la fois les signes d'infarctus superficiel et les signes d'infarctus profond. Donc on aura au total une hémiplégie massive proportionnelle. Ce n'est pas une hémiplégie pure, à la khat elle va s'associer à une hémianesthésie plus HLH contralatéral, une aphasie globale si atteinte de l'hémisphère majeur, avec une déviation conjuguée de la tête et des yeux vers la lésion, donc par atteinte de l'aire oculocéphalogyre frontale. Et dans cette forme, on peut avoir des troubles de la conscience. À la khat l'infarctus, il est massif. Donc, femme a un effet de masse. Et on peut avoir même un coma profond. Pour l'artère cérébrale antérieure, alors, l'infarctus, ça donne une hémiplégie à prédominance crurale contralatérale, à la atteinte de l'obule paracentral, et donc ça découle directement de l'anatomie, donc de tassuirantal homunculus. Des troubles sensitifs aussi de membres inférieurs contralatéraux et un syndrome frontal, donc l'apathie, la dynamie, l'euphorie, les troubles sphinctériens et le grasping contralatéral. Et si atteinte de l'hémisphère majeur, on peut avoir l'aphasie transcorticale. C'est une aphasie de conduction motrice aussi, mais qui est différente de l'aphasie de Broca. Attention. En cas d'atteinte bilatérale et complète, on aura une paraplégie avec un mutisme akinétique. Pour l'infarctus choroïdien antérieur, on aura une hémiplégie massive proportionnelle contralatérale par atteinte du bras postérieur de la capsule interne, avec une hémianesthésie par atteinte thalamique. Donc très importante, attention pour l'atteinte du thalamus, les différents infarctus. Donc l'un أول واحدة في الكرويدien antérieur, le thalamus يتمس. On aura aussi une HLH par atteinte des radiations optiques, mais pas d'aphasie. Donc le choroïdien antérieur, pas d'aphasie. Notez bien l'association d'un infarctus cérébral antérieur ou la sylvien qui jiboulk avec une cécité monoculaire traduisant une atteinte de l'artère ophtalmique homolatérale, et ça définit le tout un syndrome optico-pyramidal et ça suggère une occlusion carotidienne. Donc c'est le syndrome d'occlusion de la carotide interne. Donc on a une cécité homolatérale par atteinte de l'artère ophtalmique qui est la première branche de la carotide interne, avec un territoire intracérébral, il y a le cérébral antérieur et sylvien. Deuxièmement, pour les infarctus du territoire vertébro-basilaire. Alors, l'infarctus de l'artère cérébrale postérieure. Donc l'artère cérébrale postérieure fait un territoire superficiel et un territoire profond. Pour le territoire superficiel, en cas d'atteinte unilatérale, on aura surtout des signes visuels au premier plan. Une HLH, une quadranopsie, une agnosie visuelle, une prosopagnosie, c'est-à-dire non-reconnaissance des visages familiers. En cas d'atteinte bilatérale, le territoire superficiel, donc on aura une cécité corticale avec des troubles mnésiques à type de syndrome de Korsakoff par atteinte de la face interne des deux lobes temporaux. Si atteinte de territoire profond, alors c'est une atteinte thalamique. Donc thalamus, Z, بخلاف le choroïdien antérieur, يتمس في le territoire profond de l'artère cérébrale postérieure. Donc on aura une hémi-hypoesthésie contralatérale à tous les modes avec allodynie, des mouvements anormaux contralatéraux, et on peut avoir un syndrome de Claude Bernard Horner homolatéral. C'est à apprendre. Donc, le cérébral postérieur, on peut avoir un syndrome de Claude Bernard Horner. Les filles, la triade, myosis, ptosis et ophtalmie. Et on peut avoir un syndrome cérébelleux cinétique homolatéral. Pour l'infarctus du tronc basilaire,
alors ça va être responsable de ce qu'on appelle les syndromes alternes, définis par l'atteinte d'un nerf crânien ipsilatéral, yani farchira, avec une atteinte d'une voie longue, que ce soit sensitive ou motrice, qui est contralatérale. Et donc ça définit le syndrome alterne. في الترون cérébral, alors femme à 3 étages qui m'a تعرفوا من فوق le mésencéphale, voilà, les pédoncules cérébraux, بعد la protubérance et puis le bulbe rachidien, voilà la moelle allongée. نبداو من l'autre donc pour l'infarctus bulbaire. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Wallenberg, donc c'est l'entité la plus fréquente. Il y a beaucoup de questions. Ça donne un syndrome alterne de type sensitif, donc pas de signe moteur pour le syndrome de Wallenberg, attention. C'est un infarctus postérolatéral du bulbe, par occlusion de l'artère pica, l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. La symptomatologie, elle est dominée initialement par des céphalées postérieures, avec des vertiges et des troubles de l'équilibre. Il y a aussi le hoquet et des troubles de la déglutition. À l'examen, alors, du côté de la lésion, on va trouver une anesthésie de l'hémiphase par atteinte du nerf 5, qui est un nerf lent, là. Un syndrome vestibulaire central, attention central, mais périphérique, par atteinte du noyau, du nerf 8. Des troubles de la phonation, on va avoir une voix nasonnée. Des troubles de la déglutition par atteinte des nerfs mixtes, les nerfs 9, 10 et 11. On va avoir un hémisyndrome cérébelleux par atteinte du pédoncule cérébelleux inférieur. Dans ce cas, c'est un syndrome cérébelleux statique. Et un syndrome de Claude Bernard Horner par atteinte sympathique. Et du côté opposé, on va avoir une hémianesthésie thermoalgique épargnant la face par atteinte du faisceau spinothalamique. Fait le protubérance, femme alors, l'infarctus protubérantiel bilatéral, ou là le tableau presque archi tableau, donc c'est le locked-in syndrome. Donc c'est une occlusion complète du tronc basilaire qui donne un infarctus de la partie ventrale du pied de la protubérance. Le tableau clinique, c'est une quadriplégie flasque par atteinte du faisceau pyramidal, une diplégie faciale par atteinte du nerf 7, une paralysie bilatérale de l'horizontalité du regard par atteinte du 6. Le seul mouvement possible, c'est la verticalité des yeux, donc la protubérance, l'ouverture et la fermeture des yeux, et la conscience, elle est normale. Donc c'est un tableau catastrophique. Il y a aussi le syndrome de Fauville, où le Fauville, femme le Fauville inférieur, le roi nafsu milliard gublaire, ou femme le Fauville supérieur. Et donc mazouz, il joue fi des QCM. Donc vraiment apprendre l'examen. Donc l'examen surtout. Le Fauville inférieur, alors par atteinte protubérantielle basse, une paralysie de l'horizontalité du regard homolatérale, atteinte de 6, mais une paralysie faciale périphérique. Donc, on a le signe de Charles Bell, qui est homolatérale par atteinte du 7. Et une hémiplégie respectant la face et qui est contralatérale. La différence avec le syndrome de Fauville supérieur, c'est que la paralysie faciale est centrale et contralatérale. Donc, le Fauville inférieur, la paralysie faciale périphérique homolatérale. Ou fait le Fauville supérieur, la paralysie faciale, elle est centrale contralatérale. À la khatre, l'anomalie tire au-dessus de la décussation du nerf 7. Pour le mésencéphale, alors il y a l'infarctus pédonculaire latéral, le syndrome de Weber. Il y a une paralysie du 3 homolatéral et une hémiplégie contralatérale. Les infarctus cérébelleux par atteinte de l'AICA, donc l'artère cérébelleuse antérieure-inférieure, il y a un syndrome cérébelleux ipsilatéral, il y a statique ou la cinétique, donc il y a la taxi. Il y a des signes d'HTIC, il faut lancer des céphalées, des vomissements, des vertiges, des vomissements. Attention, l'infarctus cérébelleux, c'est un risque vital, c'est une urgence neurochirurgicale. Allez, le risque il est double.
D'abord, une compression du tronc cérébral par l'œdème cérébelleux, donc risque d'engagement, où l'on a des signes de dysautonomie annonciateurs, et l'hydrocéphalie aiguë par compression du quatrième ventricule. StudyGate, Digital Learning Technologies.